Cosa Vostra. Le temps, il a eu longtemps une forte orientation textuelle-image, mise en page. Il est de plus en plus numérique. On a déjà de la vidéo. Il y a quelques podcasts autant, dont certains d'extrême qualité, qui s'appelle Brise-Glace, qui a une très belle audience dans le monde francophone. Oui, ça fait partie des cartons, en tout cas, d'aller vers ces formats où on raconte l'info ou l'actualité autrement. On voit bien aussi que il n'y a pas d'appétence pour la lecture aussi forte dans les plus jeunes générations. On s'intéresse à l'info, mais pas forcément lire un article. Il faut qu'on le raconte, il faut qu'on le montre, il faut qu'on soit visuel. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je viens d'enregistrer, donc c'est le deuxième épisode que je fais avec le journal Le Temps et j'ai le plaisir de recevoir Tibert Adler, directeur général du Temps. Tibert, bonjour. Bonjour François, bonjour aux auditeurs et auditrices. Et auditrices, exactement, qui sont nombreuses. Merci de nous accorder du temps, sans mauvais jeu de mots. On est là pour fêter vos 25 ans. C'était la super occasion de faire cette petite virée pour Mediarama en Suisse. Et donc là, avoir peut-être la vision un peu plus donc du DG du groupe Le Temps, un peu comprendre la vision, la stratégie, puisque dans Le Temps, il y a également ID News dont on parlera. Mais peut-être avant de démarrer, de faire la carte d'identité du groupe côté plus business, j'ai enregistré avec Madeleine, donc on a pu évoquer un peu les sujets édito, un peu le positionnement, etc. Mais tu as un vrai parcours d'entrepreneur et dans la presse. Est-ce que tu peux en quelques mots nous dire ton parcours ? En fait, à la base, je suis avocat. J'ai commencé une carrière juridique. J'ai le brevet d'avocat. J'ai travaillé comme avocat quelques années. J'ai eu la chance d'avoir très jeune des clients médias. En fait, c'était pas du tout une vocation innée dans ma jeunesse. Voilà, donc j'ai été exposé à des éditeurs plutôt de journaux. Alors, il y a une trentaine d'années, le temps passe, qui m'ont en fait recruté comme avocat, comme conseiller. C'est un monde qui m'a plu. Et puis j'avais beaucoup de contacts puisque j'étais le conseiller juridique de l'association des éditeurs de journaux suisses. Voilà. D'accord. Et puis plusieurs m'ont fait des offres. Et puis voilà, à 30 ans à peu près, j'ai fait le choix. Est-ce que je continue comme avocat, je crée moi-même mon étude, mon bureau, ou bien est-ce que je pars dans le business. J'aime bien dire le business parce qu'il y a un côté entrepreneurial dans les médias privés. Et puis j'ai accepté, j'ai jamais regretté une offre d'un grand groupe suisse de l'époque qui s'appelait Edipresse, où j'ai fait une vingtaine d'années. Donc en fait, j'ai fait un deuxième métier. Voilà, j'ai passé après dans le monde du management. Je me suis formé au management, j'ai fait un MBA, puis j'ai dirigé des entreprises de médias. C'est évidemment aussi un peu une passion, puisque j'y suis revenu il y a 3-4 ans en créant ID News, maintenant en dirigeant Le Temps, après avoir fait une pause de près de 10 ans en fait. J'ai dirigé des médias pendant 20 ans, je les ai quittés pendant 10 ans, puis depuis 3-4 ans, je suis de nouveau très actif. Qu'est-ce que tu as fait quand tu les as quittés pendant 10 ans ? Alors j'étais administrateur de différentes sociétés, de fondations, j'étais administrateur de quelques médias, mais je me suis retiré, disons, des fonctions opérationnelles, absolument, et des directions d'entreprise. Je me suis beaucoup intéressé, et on verra que c'est un bon sujet pour aujourd'hui, aussi au monde philanthropique. En Suisse, on parle de fondation. On va en parler. En France, on parle des entreprises à mission. Voilà, moi j'aime toute cette zone aussi qui est entre l'entreprise et le monde philanthropique. Il y a beaucoup plus de liens et de passerelles qui se créent de plus en plus. Exactement. Et donc revenu au Temps en 2021 en tant qu'administrateur délégué. Oui, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui DG. On est sur la carte d'identité du groupe. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres d'affaires ? Est-ce que vous êtes rentable ? Et quand on parle de rentabilité, forcément, la crise du papier qui impacte bien les médias imprimés en France, j'imagine que malheureusement, vous vivez un peu la même chose.
Alors oui, la situation économique est difficile. On communique pas nos chiffres. On est une PME non cotée en bourse, et puis nos concurrents ne communiquent pas non plus leurs chiffres titre par titre. Donc, mais je peux situer un peu l'ordre de grandeur. C'est un peu plus de 30 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Le Temps, on a Le Temps qui est vraiment le journal principal, qui est né il y a 25 ans, mais qui est lui-même un avatar de journaux plus anciens. Le journal de Genève, qui avait plus de 200 ans. Voilà. Puis un autre, plutôt un Maverick des années 90 qui s'appelait Le Nouveau Quotidien. Voilà. Puis ces deux titres avaient des difficultés économiques. En fait, ont disparu pour laisser la place au Temps en 1998, comme on dit en Suisse, 98. Oui, il y a les 70. Si, c'est 70 aussi. Hein. 70 et 90, voilà. Et donc, 98, c'est la création du Temps, qui évidemment au départ est un journal papier, qui a une vocation intéressante, d'ailleurs, journal vraiment suprarégional. J'y reviendrai. En Suisse, tout est très, très fédéraliste. On est un petit pays, on a 26 cantons. Chaque canton a sa presse locale, ou en tout cas avait sa presse locale. Donc voilà, Le Temps, il dépassait ces frontières-là. Et sa vocation initiale, c'était de représenter un peu la Suisse francophone, de porter aussi une voix en Suisse alémanique, puis de dépasser les frontières cantonales. Il y avait d'autres valeurs qui ont présidé aussi à sa fondation. Par exemple, le lien très fort avec l'Europe. 25 ans après, la question des relations Suisse-Europe, elle se présente extrêmement différemment. C'est beaucoup moins euphorique. Hein. Clair. C'est un peu la gueule de bois ou la déprime. On dit on fait avec, on ne sait pas encore comment on va avancer. Voilà, ça c'est le Temps créé à 25 ans, qui évidemment s'est énormément numérisé depuis. Maintenant, c'est avant tout un média numérique, mais qui conserve son édition papier. Donc, il y a déjà une belle tradition dans le Temps. Puis, on a un plus petit média, alors que j'ai cofondé en 2019 avec Serge Michel, qui était d'ailleurs l'un des rédacteurs en chef du Monde à un certain moment de son parcours, puis qu'il a quitté pour créer cette start-up. Ça, c'est une vraie start-up. C'était du 2020. Il y a une conjonction, sur la santé, l'innovation et la science, un peu Alors, prisme. C'était les mots-clés, aussi avec des formats qu'on a voulu, qui s'appellent les explorations, des enquêtes et reportages, en fait, des feuilletons longs. On voulait aussi réinventer, en fait, une formule au 21e siècle, un petit peu ressusciter les beaux feuilletons du 19e siècle, d'Eugène Sue ou autres, avec des épisodes, 10-12 épisodes, des formats narratifs. Ça, c'est un des axes essentiels aussi de l'offre d'ID News, au départ. Quelque chose qui marche bien, hein. En tout cas, les gens le voient, par exemple, pour les jours, les obsessions, en tout cas, suivre des sujets, les traiter un peu dans le temps. Les lecteurs sont plutôt friands de ce type de format, et on reviendra sur ID News tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire combien d'abonnés papier ou numérique vous avez? Je pose la question. Oui, en proportion, on a un peu plus d'abonnés numériques. En fait, on est à la bascule. On a plus d'abonnés numériques en volume que d'abonnés print maintenant. Ouais. Donc ça, c'est une tendance réjouissante et je dirais même normale dans le modèle d'affaires qu'on suit. C'est clair. Où clairement, on privilégie l'abo payant. Donc, et on suit des grandes inspirations. C'est par exemple Le Monde, qui est d'ailleurs actionnaire dans notre capital, au Temps. Ou bien la Neue Zürcher Zeitung, on dit la NZZ, c'est un journal classique, réputé à Zurich, qui tous les deux sont rentables, et ils sont les leaders dans leur domaine de labo numérique payant. Alors, je dirais avec beaucoup de patience, beaucoup d'années d'investissement. On n'est pas encore tout à fait à ce carrefour, même si on est bien soutenu, on en reparlera après. Ouais. Mais là, il y a des modèles qui montrent que ça peut fonctionner. Donc, labo numérique se développe, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, on serait plus impatient. En volume, ça a déjà dépassé. En chiffre d'affaires, c'est à peu près 40%. Parce que les abonnés papier payent plus cher traditionnellement. Et le prix d'abonnement numérique est plus bas. Et puis souvent, les abonnements sont plus volatiles, c'est-à-dire de durée limitée. Il y a des abonnements mensuels, annuels. Ouais. Mais donc, on sait que tendanciellement, un client, un lecteur numérique est susceptible de nous quitter plus facilement qu'un lecteur papier. Et ce qui n'est pas plus mal aussi, enfin quelque part là c'est plus une réflexion perso, mais que l'expérience soit simple d'en sortir, quitte à y revenir, etc. Ça fait partie du concept. On entre, on sort, c'est à nous de les convaincre et d'entrer et de rester. Que votre proposition, elle est incontournable. Au niveau de l'audience, est-ce que âge moyen, CSP, il y a un lecteur type du Temps? Alors, c'est extrêmement différent entre ce qui est papier et digital. Papier, c'est relativement âgé, donc on a des générations nettement plus de 50 ans, avec des CSP++, s'il fallait s'exprimer là-dessus. Alors, c'est sûr que le Temps, comme, on va dire, quality paper de la Suisse francophone, attire un public intéressant, en termes de pouvoir d'achat. Tout est fait, en fait, pour nous, pour la montée en gamme, pour être qualitativement, évidemment, au meilleur niveau possible, j'allais dire au top niveau, au meilleur niveau possible pour les contenus, c'est le cas. Je pense qu'on a une rédaction vraiment soignée avec des journalistes expérimentés. On travaille tout, l'image de marque ou le travail publicitaire aussi dans cette optique. Et puis, ça attire ce type de public
dans notre lectorat print. Ouais. Le lectorat digital, on ne sait pas parce qu'on récolte pas systématiquement l'âge. Enfin, là, il y a un petit arbitrage à faire. Volontairement ou c'est plus technique non, volontairement. Pour l'instant, là, on va essayer d'en savoir plus, mais pour l'instant, le choix était de privilégier en fait la simplicité de l'abonnement. C'est quand même aussi une question. Sur le numérique, il faut donner un email. Est-ce qu'on met d'autres barrières à l'entrée en demandant plus d'informations? Donc la réponse est non, pas tout de suite. Donc vous voyez, on demande pas l'âge, on demande pas la date de naissance. Donc on sait évidemment qu'ils sont plus jeunes, c'est au moins 10-15 ans plus jeunes. Ouais. C'est pas par contre un public d'adolescents déchaînés. Le temps n'est pas pour ce public-là, en tout cas pas pour l'instant. On créera certainement quelques produits tôt ou tard pour que la marque Le Temps vive aussi dans des univers plus jeunes. Ouais. Prix de l'abonnement, qu'est-ce qu'on a dans l'abonnement du Temps? Alors, il y a les prix all-inclusive, si vous voulez. Il y a l'abonnement classique, on va dire papier, avec tous les accès digitaux, qui est à plus de 500 francs suisses. Et puis, sinon, on a des offres digitales. Alors, on est dans les prix en Suisse. Alors là, bienvenue sur le marché suisse. Oui, je sais que pour la France... Un franc suisse, c'est à peu près 1 euro. C'est à peu près 1 euro aujourd'hui. Pour les auditeurs, donc c'est assez simple. Mais voilà, donc oui, tout est beaucoup plus cher en Suisse, mais c'est proportionnel aussi au niveau de vie, etc. Au pouvoir d'achat, au niveau de vie, au coût de la vie aussi. Voilà. Un abonnement digital, c'est en moyenne à peu près 25 francs par mois. D'accord. Ok. Et dans l'abonnement digital, on a accès au temps. Est-ce qu'il y a des newsletters? Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques dans l'offre? Si tu as ce détail-là après. Oui, bien sûr. On a une quinzaine de newsletters, alors dont certaines qu'on veut refondre ou recréer, qui n'ont pas toute la puissance qu'elles devraient peut-être avoir, mais on balise avec 15-16 newsletters maintenant. Et puis sinon, l'offre numérique, elle donne accès à l'ensemble des contenus du Temps. Il y a une seule offre, c'est très simple. Il y a aussi l'offre qui est inclue dans l'abonnement numérique de ce qu'on appelle l'e-paper, c'est-à-dire la version... la liseuse. La liseuse ou PDF, enfin, c'est-à-dire qu'on a le format du journal... Ouais. On garde la mise en page pour sous forme numérique. Et ça fonctionne? Il y a de l'usage dessus? Ça fonctionne. Il y a un usage assez important d'abonnés papier. Ce qu'on constate, c'est que des abonnés papier sont très ancrés quand même dans leur rituel de consommation. Et ceux qui passent au numérique, souvent, passent au numérique d'abord par l'e-paper, par la liseuse. C'est une première étape. C'est une première étape. Ils gardent un compte. Oui, puis ils gardent là aussi. Il faut dire que l'expérience de lecture entre l'imprimé et le digital est complètement différente. Donc, c'est vrai que dans le print, c'est pas un hasard. La mise en page, c'est quand même un art presque. Hein, qui s'est développé un métier pendant des décennies. Donc, il y a un balisage du cerveau, comme ça. Il y a, par exemple, de lecture rapide qui est voilà. Et quand on est habitué à ça, on voit que nos abonnés les plus anciens, ils passent à l'e-paper et beaucoup ne passent pas encore. En tout cas, un site numérique aussi avec du scroll et avec du flux, des liens infinis. C'est une toute autre expérience lecteur. Il faut les y amener doucement, étape par étape. Avant de parler justement de la gouvernance de la fondation, etc., juste pour conclure quelque part, vous terminez cette carte d'identité, je recevais Pierre Louette, le DG du groupe Les Échos Parisiens, et un groupe qui est vraiment très orienté sur la diversification. Il y a plein de projets, podcasts, événementiels, etc. C'est le cas pour vous? Est-ce que c'est un horizon? Est-ce qu'il y a des projets de diversification forts autant? Alors, je ne sais pas si le podcast, c'est de la diversification. Enfin, quelque part, on peut dire que c'est aussi du média. C'est aussi du média. Alors, il y a beaucoup de projets j'allais dire, nouveaux formats, d'autres formats. Le Temps, il est né du texte quand même. Il est né du journal papier. Donc, c'est sûr qu'il a eu longtemps une forte orientation textuelle, image, mise en page. Il est de plus en plus numérique. Le site va d'ailleurs changer mi-juin encore. Donc, sera constamment modernisé, l'application. Ce qu'on veut développer, on a déjà de la vidéo qui n'est pas suffisamment valorisée. On a engagé des vidéastes, donc on développe des projets vidéo. Il y a quelques podcasts autant, dont certains d'extrême qualité, qui s'appelle Brise-Glace, qui a une très belle audience dans le monde francophone. Oui, ça fait partie des cartons, en tout cas, d'aller vers ces formats où on raconte l'info ou l'actualité autrement. On voit bien aussi que ça, je dis un peu des banalités, mais c'est important. Dans les générations, il y a pas d'appétence pour la lecture aussi forte dans les plus jeunes générations. Donc il faut aussi aller là où sont les habitudes de consommation. Et puis, on s'intéresse à l'info, mais pas forcément lire un article. J'ai envie de dire, un peu caricaturalement, le monde en article de 5000 signes, non, ça va pas le faire, ça va pas suffire. Il faut qu'on le raconte, il faut qu'on le montre, il faut qu'on soit visuel. Après, diversification, sinon, oui, des choses qu'on a déjà démarrées, qui marchent très bien, qui sont par exemple de l'événementiel. Évidemment, avec la capacité d'un média d'amener de la crédibilité sur les contenus, mais aussi d'avoir de la puissance promotionnelle. Donc ça, c'est un axe de développement assez important. Événementiel et formation. Là, c'est encore tout balbutiant, mais on voit qu'à partir de l'événementiel, on peut aller vers de la formation, B2C, de l'échange d'expériences professionnelles
B2C ou même début de B2B, pas du B2B complet. Ouais, il y a des formules aussi intermédiaires qui seront explorées et sont intéressantes. Ok, donc ça à suivre aussi, ça c'est des pistes de diversification, mais comme on l'a dit, il y a eu un gros changement il y a 2 ans, donc ça appartenait historiquement à Ringier et Axel Springer, donc ça a changé demain, donc vous êtes quand même engagé dans un gros chantier, on pourrait peut-être y revenir parce que comment sortir d'un groupe comme ça, une fois qu'on l'a dit techniquement, il y a tout un côté legacy techno, et donc on pourrait presque évoquer ça. Est-ce que tu peux nous raconter donc l'histoire de cette fondation Aventinus, le pourquoi, comment ça s'est fait, donc vous êtes maintenant sous une fondation? Oui, alors je propose, il y a 2 dimensions, peut-être la dimension vraiment stratégique, quasiment philosophique du projet, qui est très intéressante, puis après on peut parler, si ça t'intéresse, de la dimension plus technique, comment est-ce qu'on sort d'un groupe pour créer une PME dans le fond, agile et autonome. Ça c'est la deuxième partie qui nous a beaucoup occupé ces 2 dernières années. Donc le temps a été racheté par une fondation qui s'appelle Aventinus en janvier 2021, un peu plus de 2 ans. Une fondation en Suisse, alors c'est une institution à but non lucratif, c'est un organisme à but non lucratif reconnu par l'État et les institutions, c'est la forme traditionnelle de la philanthropie en Suisse. Puis c'est le fruit d'un long travail, en fait, c'est le fruit d'une prise de conscience dans le monde philanthropique, parce qu'il y a quelques grandes fondations dites donatrices, ça c'est celles qui ont du patrimoine, qui distribuent, disons, des prêts, du mécénat, voilà, c'est du mécénat, et les objets traditionnels de mécénat étaient le social, la culture, éventuellement le sport, voilà. Et il a fallu faire passer l'idée aussi que les médias, dans le fond, sont aussi une forme d'expression de la culture. Et que donc, ça pouvait aussi être un objet d'attention philanthropique. Et ça a retenu l'attention de plusieurs grandes fondations, surtout en Suisse francophone, qui ont créé elles-mêmes et financé une autre fondation qui s'appelle Aventinus, et dont l'objectif est de porter le temps, d'acheter le temps, puis d'assurer un ancrage, en fait, en Suisse francophone pour un foyer de médias autonome, indépendant et très qualitatif. Donc le temps n'est que le premier, quelque part, gros média un peu amiral, vaisseau amiral, mais il pourrait y avoir d'autres médias qui rejoindraient la fondation, des médias frères, sœurs, je sais pas comment. On pourrait l'imaginer, on a déjà ID-News dont on parlera après. Il faut déjà que le projet Le Temps se concrétise. Tu m'avais posé la question avant, je l'ai pas répondu, j'y reviens. Le Temps est en perte encore, donc le Temps est en perte économique. Il l'a été quasiment depuis le début. Il faut le savoir, depuis sa création. C'est une très belle aventure journalistique, éditoriale, très importante du point de vue citoyen, mais ça a toujours été un titre qui a été soutenu par ses actionnaires divers. Alors, la fondation a été créée aussi dans cette optique, pas que dans un but économique. Évidemment que notre objectif d'entreprise, c'est de se rapprocher de l'équilibre ou de l'atteindre, mais l'objectif, on va dire, citoyen ou quasi philosophique de la fondation, c'est de dire c'est important d'avoir un foyer média en Suisse romande. Il y a presque une partie de soft power là-dedans. Et le paysage suisse, c'est peut-être intéressant pour les auditeurs, de nouveau très fragmenté. La Suisse, c'est en tout cas 3 grandes langues, l'allemand, enfin plutôt le suisse-allemand dans la partie germanophone, la Suisse francophone, c'est à peu près un quart en taille de 25% de la Suisse alémanique. On a encore les tessinois, la partie italophone, qui est encore plus minoritaire, si tu veux. Donc les francophones sont une minorité en Suisse, on vit très bien entre nous, c'est paisible la Suisse, mais ça donne des marchés très différents, très fragmentés. Le pouvoir économique principal est en Suisse alémanique, à Zurich principalement. Les grands groupes de presse suisses sont basés à Zurich. Et donc, on sentait, disons, c'est l'analyse aussi des fondations qui ont créé Aventinus et racheté le temps, l'évolution du paysage peut être perçue comme un peu inquiétante, quoi. On voit qu'il y a des médias régionaux dans chaque canton, ça aussi fragmentation, la Suisse a ses 26 cantons, partout il y a de la presse régionale, locale, puis historiquement il y a une grande tradition de presse, c'est vraiment un pays de presse plus que de télévision ou de radio, donc il y a eu beaucoup de publicité dans la presse, beaucoup historique, de c'est historique, certains diront c'est la culture protestante d'une partie de la Suisse. Dans les pays protestants on favorise la presse écrite, dans les pays catholiques on est plutôt à regarder un écran, à suivre la télévision, la radio, mais il y a une très forte tradition d'ancrage de la presse dans les régions, donc il subsiste de la presse régionale, dont certains sont de très bon niveau, mais qui sont à la peine avec leur modèle économique. Et sur des super petits marchés. Sur des petits marchés, vous voyez, le canton de Neuchâtel, le canton de Fribourg, avec un journal qui s'appelle La Liberté, le canton du Valais, avec un journal qui s'appelle Le Nouvelliste. Donc, ils existent, ils ont un public fiable, mais ils ont un défi économique comme le temps, bien sûr, à vivre. Il y a des petites radios locales, mais qui ont peu de surface économique. Il y a quelques télévisions locales, là aussi, qui sont dépendantes des concessions de la redevance. Il y a un très gros acteur en Suisse romande qui s'appelle la SSR, la Société Suisse de Radiodiffusion. Ça, c'est l'organisme dit de service public,
qui assure une offre dans toutes les parties du pays, donc c'est important aussi pour la partie italophone ou francophone, mais dont le budget est quand même drastiquement menacé par quelques initiatives politiques. Il y a eu 2-3 ans, une initiative qui visait à supprimer la redevance, donc le service public audiovisuel en Suisse, il est financé très largement par une redevance, une forme d'impôt, un peu de publicité. Donc cette initiative, tu sais qu'en Suisse, on vote sur tout le temps. Ouais, elle a été rejetée et donc ça, c'était considéré comme beaucoup trop excessif. Mais il y a d'autres initiatives. L'idée, c'était pas de supprimer le service public, c'était plutôt qu'il soit financé directement sur budget chaque année avec un budget voté. Alors je pense que c'était même pas aussi sophistiqué. Disons que c'était une initiative brutale qui était clairement rejetée parce qu'elle était trop radicale. Ouais. Maintenant viennent d'autres initiatives politiques qui peuvent marquer le paysage des médias, c'est pour ça que j'en parle, et qui visent notamment à peu près à baisser le prix de la redevance de l'ordre de 40%. Pas tout à fait la moitié, mais si ça passait, et on sent que ça sera un débat politique intense, en tout cas, il y aura une votation dans 1 année, 2 ans, 3 ans. Si ça passe, alors ça forcera la SSR à une réduction drastique de ses budgets. C'est pour ça aussi que la Fondation Aventinus, dans le fond, a racheté le temps, en disant, mais s'il n'y a plus ce type de médias en Suisse romande, si les journaux s'étiolent, si la presse indépendante est forcément dépendante de Zurich, ou est un peu, j'utilise un mot un peu provocateur, un peu des journaux croupions de groupes zurichois pour qui ça n'est pas la première priorité, et qui peut-être les abandonneront au fil des ans selon les résultats à l'envie. Voilà, on est quand même lié à leur bonne volonté. Ouais. Et il y a des bons journaux qui sont en Suisse romande qui sont encore édités par des groupes alémaniques. Voilà. Mais un des buts de la Fondation, c'est de dire créons un foyer de médias top niveau en Suisse romande, en Suisse francophone. Genève. Alors, à Genève, oui, ça c'était peut-être lié à l'historique des fondations, à l'historique du temps. Il a été créé à Genève, donc pourquoi pas à Genève. Retour. Après, on a les cantonalismes, et le temps a plus de clients vaudois que genevois d'ailleurs. Pas pour prendre cet exemple, et est présent dans tous les cantons. Alors, qu'est-ce que garantit cette fondation ? Tu peux dire un peu sur l'organisation, la gouvernance Oui, alors déjà, son objectif, c'est de faire vivre le temps, c'est de lui permettre de se transformer. J'y reviendrai après. La transformation, la sortie du groupe Ringier, c'est déjà un processus complexe. Eux, ils étaient vendeurs, pardon ? Ils étaient vendeurs parce qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre cette activité. Enfin, voilà, c'est un des exemples aussi frappants. Il y a eu plusieurs fermetures de titres. Et puis, dans le cas précis, il était patent que Ringier était vendeur parce que le temps était un objet apprécié, bien sûr, du groupe, mais qui commençait à leur coûter, qui n'était plus au cœur de leurs priorités, qu'ils ne souhaitaient plus financer de la même manière. Oui, c'est ça, quand tu perds de l'argent tous les ans, tu peux te poser chaque année la question, est-ce que c'est bien, est-ce que ça me rapporte plus qu'en images, en soft power Et donc, Ringier était vendeur, bien sûr, puisqu'il a été vendu. Oui. Et on sait, sinon, que s'il avait dû le garder, peut-être qu'il aurait trouvé d'autres acquéreurs, je ne sais pas, j'en doute un peu, sinon il aurait probablement été restructuré aussi dans, disons, des politiques compréhensibles, mais sur le long terme, qui sont quand même aussi un petit peu inquiétantes, disons, d'attrition de l'offre, quoi. On coupe dans l'offre, on coupe dans les ressources, et puis comment est-ce qu'en coupant constamment, on peut développer plus de lecteurs, plus de publicité, et redresser le modèle d'affaires. Donc voilà, ça c'est un engrenage auquel que la Fondation tente d'anticiper. Donc, il n'y a pas de garantie, il y a des budgets de transformation, il y a un budget d'acquisition, il a fallu l'acheter, le temps. Oui. Il y a un budget, il faut couvrir les pertes opérationnelles, il y a pour l'instant un budget de transformation important. C'est en fait recréer une PME, c'est un gros boulot quand même, 2 ans de boulot, à peu près reprendre tous les systèmes d'information. Et c'était voulu dès le départ, c'est important, c'est pas une coquetterie de PME, c'est-à-dire que si on veut avoir un média autonome, il faut en particulier être maître complètement de son contenu et maître surtout aussi de ses relations avec les clients. Oui. Et donc, le gros morceau, alors là, c'est pour les pros qui se font des plaisirs dans les migrations de bases abonnés, des extractions SAP et autres. Alors voilà, si on les connaît, c'est un peu des chemins de croix. Ouais. On a la dernière étape qui se déroule en juin de cette année, donc ça a presque pris 2 ans et demi. Mais des fois, j'utilise l'expression on a tout chamboulé. Disons, on a dû tout chambouler. On a déménagé de Lausanne à Genève. On a vécu la fin de la période Covid. Ouais. Donc, on a rééquipé nos nouveaux locaux. On a changé toute la bureautique de l'entreprise, toute l'informatique de l'entreprise. On a changé de système de gestion des contenus. On a repris un produit qui s'appelle Sirius, qui est celui de notre actionnaire Le Monde. Voilà, du groupe Le Monde. Ça, il a été implémenté il y a un peu plus d'1 année. Puis maintenant, on est en train de reprendre le contrôle de nos bases abonnés, de nos bases clients. C'est un peu le bout de la piste. Il a fallu refaire les fondations de la maison, si c'était une maison. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu innover aussi souvent et autant intensivement qu'on l'aurait voulu, mais la période d'innovation et de développement, elle est devant nous. Et là, la fondation, elle est aussi là, et ça, c'est extrêmement réjouissant. Et c'est une nouvelle d'ailleurs toute récente. Il y a une garantie des fondations et des financeurs de budget de recherche et développement, en fait, d'innovation pour le temps, pour les années à venir, parce que ces fondations se rendent compte que le temps ne peut pas simplement
continuer ses activités d'aujourd'hui, même en le faisant très bien, mais que des changements plus profonds sont nécessaires, notamment dans les formats, dans les thématiques abordées, les assistants techno, etc. Donc c'est la transformation. Hein. Exactement. Donc elle a commencé, hein, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, il y a des budgets qui sont tout à fait plus que décents, mais le temps reste en perte, on a aussi des tensions, il ne faut pas le cacher, conjoncturelles. Quel est le coût, dans le fond, acceptable des pertes opérationnelles courantes du temps. Il y aura un peu de tension. Ça va être un des défis de notre média dans ces prochaines années entre comment gérer, disons, des besoins de financement qui restent, on va dire, modérés, parce que c'est pas non plus poche ouverte. C'est pas parce qu'il y a une fondation ou des riches fondations que on n'est pas dans une relation, je sais pas, PSG et l'émir du Qatar ou bourse ou ouverte. Heureusement. Voilà. Ou heureusement. Donc d'emblée, il y a une philosophie qui dit non, c'est une entreprise, elle doit tenter de se rapprocher de l'équilibre. Il y a un financement généreux pour les opérations courantes, pour la transformation. Demain, avec une deadline quand même. Demain pour les pas de deadline, mais on a vision. Disons qu'on a 3 ans devant nous d'investissement intensif qui s'annonce extrêmement intéressante. Puis en même temps, je peux pas cacher qu'on a des discussions régulières sur le fait que il est perçu que le temps d'aujourd'hui coûte relativement cher. D'accord. Il faut le dire, mais on l'a dit, hein, c'est le coût de la transformation, ça prend du temps, des capitaux, puis vous avez quand même ce truc de repartir de zéro presque en termes de techno, où vous avez dû vous séparer de plein de tous vos outils, quoi, de repartir, réinventer. Alors ça a coûté du temps, oui, voilà. Après on sera mieux loti parce que voilà. Et autonome. Et complètement autonome surtout. Hein. Enfin, c'est arrivé dans un groupe. Alors Ringier, ce sont des grands professionnels, ils savent très bien comment faire des journaux. Il y a juste que j'ai dirigé aussi des grands groupes de presse avec des dizaines de titres. Il y a un moment, vous mutualisez les services. Donc on va vers une très bonne mutualisation des coûts, mais c'est un peu un millefeuille aussi de services qui s'additionnent. Les besoins du titre ne sont pas forcément pris en compte de manière spécifique et on se retrouve avec le meilleur ou le moins bon ou le moins mauvais dénominateur commun des outils généraux de l'entreprise. Donc on était tout à fait confrontés à cela. Ouais, ça doit être des beaux chantiers quand même au quotidien à vivre. On se réjouit de les finir, ceux-là. Oui, j'imagine de se tourner plutôt vers l'avenir et justement par toutes les strates marketing, à partir du moment où vous aurez récupéré la data. Oui. En tout cas, cette capacité de bosser ça. On l'a évoqué en 2021, donc c'était vraiment une année où il s'est passé énormément de choses. La fondation a également racheté ID News, dont tu es le cofondateur. Oui. Donc on l'a dit, un pure player sur la science et la santé, pure player payant. Pourquoi cette acquisition et est-ce qu'il y a des synergies entre le temps et ID News ? Alors, l'histoire mérite d'être racontée. ID News, c'est né comme une start-up. C'est vraiment une start-up que j'ai cofondée avec Serge Michel, je l'ai évoqué, qui était le rédacteur en chef, journaliste de haut vol. Alors, au début, c'était un projet sur un coin de table, dans un bistrot. La presse va mal, les médias. Puis, arrêtons de nous plaindre, lançons quelque chose. Ouais, voilà. Puis après, on peut la voir. Puis après, on met le doigt dans l'engrenage. Et puis, au début, je me disais, non, j'amène un petit peu de financement, un peu d'expérience, je vous laisse faire. Puis, voilà, on se prend au jeu, on met la main dans l'engrenage. C'est comme ça que je suis revenu, en fait, dans les médias. Après, évidemment, que je connaissais encore très, très bien le monde des médias. La Fondation Aventinus était sur le point de racheter le temps, m'a demandé de l'aider à négocier, à finaliser ce rachat. Puis après, de prendre la tête de l'entreprise Le Temps, et puis a souhaité acquérir ID News. Je pense avant tout pour 2 raisons. Les personnes, plusieurs personnes, tout simplement parce que l'équipe ID, petite, mais de top qualité, top journaliste, c'était une quinzaine au moment du rachat. Donc, journalistes, marketing, beaucoup de journalistes de très bon niveau, avec, c'est vrai, une très forte compétence scientifique, santé, innovation, c'est ce qui avait été développé dès le début. Et puis 2, l'espoir que le petit ID News, à côté du vaisseau amiral ou du porte-avions Le Temps, il y a un peu un bateau corsaire, comme ça, flibustier, qui ouvre des voies un peu nouvelles, audacieuses et qui profite aux 2 titres. Alors, l'expérience de la cohabitation depuis 2021, elle est mitigée. Il faut quand même le dire clairement aussi. Hein. C'est un grand classique. Quand il y a un grand titre, une grande marque, une petite marque, la grande marque sollicite tous les regards et puis elle est vorace souvent. Elle demande l'attention de tout le monde. On a eu plusieurs formats d'organisation. On a eu certains services mutualisés. Ça marche très bien dans le back-office. Pas de souci, pas de problème. C'était un plus. On a eu même une rédaction en chef commune des 2 titres. On a vu que c'était pas l'idée, c'était pas une idée extrêmement convaincante après dans la réalisation. Donc il faut qu'un titre de presse soit incarné tout simplement par une équipe qui a une casaque. On a aussi eu pendant 2 ans, on a laissé beaucoup de liberté aux 2 titres. Mais la conjoncture est difficile entre une guerre en Ukraine, d'autres épisodes. On voit maintenant que les 2 sont en perte toujours, et que dans le fond, dans les projets d'Aventinus, c'est que je partage et que j'assume aussi. Il n'est pas possible, en tout cas, de donner les mêmes moyens d'investissement à 2 titres en disant allez-y, essayez, lancez-vous. Surtout 2 titres qui sont basés avant tout sur
de la conquête d'abonnements numériques payants. En plus, ID News n'a pas de publicité, donc était dépendante de 100% des abonnements, donc de voilà, alors pas 100%, parce qu'il y a beaucoup de mécènes en fait aussi, ou des accords avec des soutiens par thématique, des opérations intéressantes, des sponsors, du partenariat bien maîtrisé. Mais c'est clair que la source de revenus classique de la publicité n'était pas ouverte volontairement. Donc on est dans une phase, effectivement, l'actualité récente d'ID News, c'est aussi de dire, on a fait 2 ans, on a testé beaucoup de choses. ID News a contribué quand même très fortement au temps, en tout cas avec deux aspects aussi, les personnes, parce que plus de la moitié de l'équipe a été transférée au temps, avant même aujourd'hui. Donc le temps, quelque part, a absorbé et intéressé aussi des gens d'ID News. Donc c'est un peu la start-up qui a été vidée, c'était de bon voisinage, quoi, de bon cousinage, mais des journalistes d'ID News ont passé au temps, des positions très intéressantes. Et après, on a pu les remplacer, mais c'est quand même un processus aussi fatigant. On perd des forces vives. L'autre, c'est par exemple que le système d'exploitation de la base commerciale et des clients développé pour ID en pure PLR, en fait, constitue la base du temps demain. Alors, bien sûr, beaucoup plus robuste, beaucoup plus développé, mais on a retenu la conception, l'outil... Voilà, exactement. On a retenu l'outil technologique d'ID pour le groupe Le Temps, et c'est ce sur quoi, c'est sur cette plateforme qu'on va migrer dans 2-3 semaines, justement, à la fin de cette dernière étape de la transformation de l'entreprise. Donc ça, c'est 2 apports substantiels d'ID. Cela dit, j'ai dit résultats quand même parfois mitigés, pas de possibilité de pousser les investissements à haut niveau dans les 2 titres en parallèle. Donc le travail récent s'est concentré à dire il faut accepter pour ID News dans le groupe Le Temps une position complémentaire, disons une niche, il faut pas hésiter à dire, quoi, média de niche, hyper qualitatif, parce que le niveau qualitatif du journalisme, tant autant qu'ID, alors est très très satisfaisant, là on y est très attentif, je pense que c'est ce qui marque toutes nos activités, mais il faut trouver un positionnement. Je dirais que comme start-up, ID pouvait un peu aller dans tous les être un peu opportuniste, tenter beaucoup de coups dans différentes directions, au risque de brouiller peut-être un petit peu son image et puis aussi son positionnement. Mais que faites-vous ? Vous faites de la science, vous faites des longs formats, vous faites des enquêtes, vous faites du reportage, vous faites des newsletters assez innovantes. On a fait des newsletters qui sont assez sympas et qui étaient d'ailleurs le produit emblématique au départ. On en a fait une qui s'appelle Le Point du Jour, c'est un peu le tour de monde de l'actualité dans des endroits qui sont justement pas la Suisse, qu'on a un point de vue un peu décentré. Voilà, à force de faire beaucoup de choses, on voit que l'équipe s'essouffle et puis que le modèle n'est pas assez cohérent. Donc, on est en train de travailler sur des scénarios où on recentre et on concentre ID News sur deux seules offres qui seraient justement les longs formats narratifs et la newsletter Le Point du Jour. D'accord. Ça, c'est le projet en cours. Ça suscite évidemment aussi des discussions de l'émoi, des transformations. La réorganisation. Voilà. Et pour mettre les pieds dans le plat, ça pourrait pas devenir une verticale du temps. À partir du moment où vous partagez de la techno, vous partagez les humains, il y a des gens, des transfuges l'un et l'autre. J'imagine que plein de gens ne le veulent pas, mais avoir une belle marque, pure player, au sein, encore plus l'intégrer quelque part. Oui, c'est absolument le sens de ce dernier scénario. Enfin, on assume dès lors que c'est la fondation Aventis News. En fait, c'est Le Temps qui est le propriétaire d'ID News. Techniquement ou même juridiquement, c'est une filiale, si vous voulez, on l'a fait comme ça. Donc, c'est une marque qui appartient au groupe Le Temps. On va la mettre en valeur dans le groupe Le Temps. Donc, oui, le scénario qu'on vit, c'est une concentration pour donner un positionnement clair et pas ambigu à ID News. Oui. Et puis, dans une intégration tout à fait harmonieuse et voulue au sein du groupe Le Temps. Donc, oui, il y aura des intégrations produits qu'on est en train de travailler, commerciales aussi. Et un jeu entre les deux. C'est assez courant, dans le fond, qu'un groupe de médias ait une marque principale et puis décline quelques marques, j'allais dire accessoires, sans notion, mais plus petites ou qui touchent des positionnements plus spécialisés, des verticales, des thématiques. C'est tout à fait ça que nous travaillons pour ID News. Ouais, ce qui est totalement cohérent, qui simplifiera probablement plein de choses, même s'il va y avoir une période forcément d'un peu de changement. Est-ce qu'il y a d'autres acquisitions, diversifications pour clore ce prévu Non. Pour accélérer le développement? Non. On est ça. Pas mal occupé par nous-mêmes. De nous, on a un peu, si je devais le dire, on a eu 2 années d'intense transformation, avec bien sûr quelques progrès déjà, et puis maintenant on a devant nous 2 à 3 ans d'intense développement innovation. On nous a permis, grâce à ce système de fondation et de financement, de créer les fondations de la maison. Maintenant, il faut aller peindre les salles de bal, animer tout ça et recréer aussi des nouveautés. On se réjouit, donc c'est une période super intéressante qui s'annonce devant nous. J'imagine. Et c'est quoi alors les stratégies pour continuer de gagner des lecteurs, puisque c'est ça dont il s'agit, grosso modo, là, que ce soit pour Le Temps ou ID, mais on va dire que c'est le Temps. Vous en êtes où, ce qui a des relais de croissance? Est-ce que vous avez un gros travail à faire pour aller chercher des nouveaux lecteurs, abonnés? Comment faire savoir un peu tout ce que vous faites? Non, il y a beaucoup de choses à faire. On s'est fixé 3 objectifs clés. Je vais toujours par 3, je vois ce qu'on arrive à me poser la question. Pour tous ces programmes, justement, d'innovation et ces financements qui sont devant nous, qu'il faut gérer très soigneusement, avec des indicateurs très précis. Les 3 objectifs, c'est
rajeunir l'audience, élargir l'audience, y compris dans des domaines non payants. Ça, c'est une chance que nous offre la Fondation. Il faut aussi faire des investissements à plus long terme, c'est-à-dire aller toucher justement des moins de 30 ans, voire même des adolescents. Ça passe par les réseaux sociaux. Faire de la notoriété, quoi. Aller sur... Faire de la notoriété, puis créer du lien de la marque. Dans des... Même s'ils s'abonnent que dans 5 ans. C'est plutôt les abonnés d'après-demain que de demain. Voilà. Mais disons que ces fonds nous permettront de toucher ce type de public, de faire nos expériences. On a un premier projet qui va démarrer cet automne. C'est l'engagement de nouveaux vidéastes. Et là, simplement de créer des offres de contenu qui soient parfaitement conformes au code de TikTok ou d'Instagram, par exemple, ou sur YouTube. Donc là, nos indicateurs sont clairs. On va sur YouTube, Instagram, TikTok. On mesure, on veut pousser l'audience. Et puis après, le défi, mais il est très intéressant. Puis on a une excellente équipe vidéo qui pourra le résoudre. C'est comment garder un ton, le temps, la crédibilité, le temps, mais dans les formats et les codes d'Instagram. Ça passe par les humains, tu l'as dit. Ça passe par les humains. Équipes, donc, on étoffe l'équipe. Voilà. On étoffe notre équipe vidéo, comme on a renforcé nos équipes de réseaux sociaux et de promotion des contenus pour prendre cet exemple des audiences. Donc là, vous recrutez sur ces postes. On recrute en ce moment même sur ces postes. Et puis, de nouveau, je l'ai dit, une partie du temps aujourd'hui, c'est une tension entre la pression économique aussi sur les coûts et les résultats courants, que les pertes opérationnelles ne partent pas tellement bas que la Fondation est refinancée constamment au-delà de ce qu'elle a exprimé comme limite. Mais en même temps, alors c'est certainement pas sur les projets d'avenir que l'on va économiser. Par exemple, une décision très bête, ça aurait été de stopper ce projet vidéo pour économiser des coûts en 2023 encore. C'est évidemment pas le chemin qu'on va prendre. D'accord. Donc, vous avez un peu de temps, un peu de moyens. Voilà, il faut juste limiter Bon, en même temps, c'est très clair. Mais tu as quand même ces budgets qui permettent d'investir sur demain et après-demain. Alors, pardon, j'ai pas fini les 3 objectifs. Un, c'est l'audience, y compris non payant. Alors, être dans une mesure modérée. Donc, on parle vraiment des publics les plus jeunes. Les 2 autres, c'est simplement la croissance de l'abo numérique. Et puis l'autre, c'est la génération de nouveaux revenus. Alors, croissance de l'abo numérique, ça passera beaucoup par d'autres outils. Il y a des dimensions contenu, mais aussi une réflexion outils, design, expérience client. Nous n'avons pas pu, pour l'instant, faire évoluer notre site et notre app. La première migration qui se présente en juin, elle nous permettra en fait d'avoir un site qui est assez proche de l'ancien, mais qui est complètement maîtrisé par notre... Derrière, tout ce qui est back-office. C'est pour ça que je reparle toujours des fondations. On aura des fondations que nous maîtrisons à 100% et pas une sorte de millefeuille de système hérité du groupe qui en était l'ancien propriétaire. Et à partir de là, c'est l'horizon 2024. C'est une présence numérique. Avec des produits, vraiment des produits qui transforment mieux, meilleur UX, etc. Vraiment passer à la vision produit. Voilà. Alors, on a déjà des très bons contenus. Tous ne sont pas parfaitement adaptés aussi au type de public. Et surtout, on voit qu'une bonne partie des contenus, surtout en numérique, n'est pas valorisée, quoi. Donc, il y a un énorme travail de valorisation, de promotion. Ils disparaissent quelque part dans le flux. Et à nous de les mettre en valeur sous différentes formes, justement design, recommandation, prescription. Et ça passe beaucoup par l'UX et un peu de techno. Alors, je ne sais pas si tu n'y étais pas, mais vous aviez eu il y a quelques années, à l'époque de Gaël Hurliman, une subvention Google pour un projet qui s'appelait Zombie. Ça te parle? Oui, absolument, bien sûr. Gaël, et puis le chef du projet s'appelle Jean Abiateschi. D'ailleurs, c'était un des quasi-fondateurs de ID News aussi. Il a créé nos newsletters. On le salue bien. Il fait bulletin. Avec cette newsletter bulletin, voilà, exactement. Tout à fait. Ouais, ça, c'était un joli projet. ID News aussi. Il y avait un peu cette idée derrière de trouver vos contenus, ce patrimoine éditorial que vous avez qui n'est pas bien mis en valeur. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas où est Zombie. D'ailleurs, on en a parlé récemment. On s'est dit qu'il faut peut-être l'exhumer, le Zombie. Parce que l'idée est excellente. C'est comment aller grailler dans les archives pour reprendre des contenus qui étaient intéressants, mais au bon moment, quoi. Il faut amener les bons contenus au bon moment, sous le bon format. Donc, une bonne partie de l'effort sera effectivement du design, de l'ergonomie, de la diffusion. Et à une bonne indexation de ces contenus. Peut-être que l'IA là-dessus peut vous aider. Il y a probablement plein de choses à faire. Absolument. Mais en tout cas, c'est un des enjeux des médias. Souvent, voilà, tu vois, on travaille là avec l'Humanité. Ils ont plus de 800 000 articles en archives. C'est énorme. Alors, tout n'est pas intéressant, mais il y a forcément des choses, des pépites dedans que tu as envie de ressortir au bon moment. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de le sortir au bon moment. Ça, c'est une des pistes, la valorisation des archives. Et on sait que ça plaît aussi, l'histoire. Oui. Voilà, donc il faut trouver, comme tu dis, la bonne expérience utilisateur, le bon point de départ, et puis derrière un peu de techno, et puis c'est parti. Donc on parlait justement, la transition est toute bonne de cette subvention Google. En France, tu dois le suivre forcément, les relations avec les médias et les GAFAM, particulièrement Google, mais aussi Facebook, Apple aujourd'hui, sont un peu du je t'aime moi non plus. C'est quoi la situation en Suisse sur ces questions de captation de valeur, de la pub, de prédominance du trafic qui vient des moteurs de recherche, cette dépendance quelque part? Est-ce qu'il y a une position commune? C'est quoi la position de la Suisse? Alors là, ça se passe
avant tout par les associations d'éditeurs et les associations professionnelles, bien sûr, qui ont un débat. Mais c'est la Suisse, hein, disons. Albert Einstein disait un jour, je voudrais mourir en Suisse parce qu'on y fait tout 10 ans plus tard qu'ailleurs. Donc là aussi, le débat est moins vif. Tôt ou tard, on va aboutir à une solution sur des droits voisins, des choses comme ça. Donc là, la France ou d'autres pays européens ont négocié beaucoup plus durement, plus vite avec les GAFA, si on parle de ces questions, par exemple, de rémunération de droits voisins, qui même une fois que les accords sont acquis, sont loin d'être... appliqué et réalisé dans la pratique. Donc je dirais, autant c'est un peu plus éloigné, c'est pas notre quotidien au jour le jour. On verra comment ça évolue du point de vue politique. Les associations professionnelles font leur travail de négociation et de lobby. Je ne pense pas que ça va être décisif pour notre avenir de voir si la réglementation va changer sur ce domaine. Sinon, un pays, dans le fond, alors il faut savoir, par exemple, Google est très présent à Zurich, de nouveau dans la partie alémanique. Il y a près de 5000 employés de Google à Zurich. C'est un des centres d'innovation du pays. Mais sinon, notre pays, en tant que marché, est quand même tout petit, 9 millions d'habitants. Il y a 1,8 million à peu près de francophones. Donc, on n'est pas un marché extrêmement intéressant. Donc, on voit aussi que on apprend beaucoup du monde, notre actionnaire et partenaire. Il y a des deals que le monde a pu faire avec Spotify, par exemple, avec Google, sur de l'acquisition d'abonnés, qui sont tout simplement pas ouverts en Suisse, parce que pour les GAFA, c'est un marché trop petit. Oui, ça fait pas partie de la même liste de pays, quoi. Absolument. Disons, négocier avec le monde, il y a un intérêt, je pense, politique d'un Google, même à dire, j'ai un accord avec le monde sur de l'acquisition d'abonnements. Nous, on bénéficie pas de cet effet d'aubaine, on va le dire, dans un aussi petit marché que le nôtre. D'accord, vous regardez, mais ça viendra peut-être. Mais donc sur le partage de la valeur publicitaire, etc., avec les GAFAM. C'est un concurrent, évidemment. Structurellement, on est comme, alors en tout cas pour le temps, comme tous les médias qui viennent du papier, traditionnel. La pub print, elle est aussi plus chère, mais elle est en baisse structurelle. On arrivera probablement à compenser une bonne partie de la perte des revenus print par l'augmentation tu as parlé avant de branded content, peu importe le nom, sponsored content, contenu sponsorisé et autres. On sait faire aussi des contenus pour tiers. On a une charte hyper claire dans ce qui est fabriqué à l'extérieur de la rédaction ou via la rédaction. Donc, il n'y a pas de mélange. Ça, c'est clairement un potentiel aussi publicitaire. Mais l'hypothèse stratégique, plus ou moins, c'est qu'on peut peut-être tenir ce chiffre d'affaires, mais ce n'est pas un vecteur de croissance. Puis sur la pub digitale, elle augmente, bien sûr, il y a du trafic, mais là, la concurrence est extrêmement lourde. Et et les GAFAM en premier, qui peuvent évidemment cibler des boulangers dans une commune suisse de manière beaucoup souvent plus efficace qu'un commercial de régie qui va passer, etc. Donc, le potentiel de développement est là, mais il a ses limites, en tout cas en publicité digitale. En plus, nous avons une stratégie, un modèle d'affaires qui repose avant tout sur le marché lecteur. Donc, nos revenus, c'est près de 60% du marché lecteur maintenant, et puis un petit peu, c'est 55% peut-être, 40% de publicité, 5% tendant vers 10 d'événementiel et d'autres revenus. Et c'est ça que vous aimeriez bien. C'est-à-dire que notre pilier reste la croissance d'abonnements numériques stratégiques. C'est la priorité. Si on réussit dans ce domaine-là, on aura un pilier d'audience qualitative de gens à qui on a un vrai lien, c'est-à-dire qui payent, qui achètent notre contenu. On peut pas faire le jeu des 20 minutes ou des journaux gratuits, par exemple, qui courent l'audience ou le trafic, un petit peu dans un jeu du million pour le marché publicitaire. Oui, bien sûr. Et c'est quoi d'ailleurs le marché d'un peu de presse, ce qu'on appelle d'information générale l'évolution en Suisse, comment vous tirez votre épingle du jeu, comment vous différenciez d'un 20 minutes ou d'autres titres comme ça? Alors, un 20 minutes, par exemple, fait de l'info générale, et je les respecte, parce qu'ils font un vrai journalisme, il y a des rédactions de vrais professionnels, ils ont une toute autre approche, disons, c'est quand même... Il faut le dire, le modèle d'affaires repose sur la publicité. Donc, la seule mission, dans le fond de 20 minutes, c'est de créer l'audience et le trafic maximal en print ou en digital. Et pour ça, ils font des courtes news, ils font du divertissement, du people, et ils le font très bien. L'animation, nous, on a une vocation autant d'approfondissement dans les sujets, je dirais, traditionnels, mais qui restent les plus importants. La politique suisse, la politique internationale, l'économie. On a une grosse partie culturelle aussi. Puis, on est le seul média, en tout cas privé, qui est justement supra-régional et qui incarne la Suisse romande. C'est là que je reviens un peu au départ aussi à la création de la fondation. Il y avait cette volonté de dire attention, un tel positionnement pourrait être menacé par l'évolution, soit des journaux qui dépendent trop des décisions de décideurs qui sont à Zurich, voire en Allemagne ou ailleurs en Europe,
et puis un service public qui peut-être s'affaiblira au fil des ans. Alors disparaître pas, non, mais en tout cas être réduit tout simplement par des contraintes budgétaires assez massives. Et donc il y a aussi la volonté de faire vivre ce foyer média francophone qu'incarne le temps et qui est le seul, je dirais, à garder cette ambition sur ce type de contenu. D'accord. Il y a pas d'autres fondations à venir comme ça, qui est inspirée par Aventinus? Il y a des modèles à l'étranger. On connaît, par exemple, une fondation en Hollande, par exemple, qui est propriétaire de plusieurs médias, par contre, dont par exemple aussi The Correspondent, qui est une des startups. Elle a 5-6 ans maintenant. Je ne sais pas si c'est encore une startup, mais qui est un très beau média et dont cette fondation un beau modèle de participatif, etc., avec leurs abonnés, qui est donc géré par une fondation. Alors en partie, l'actionnariat est en partie une fondation hollandaise. Donc ça existe à l'étranger, on l'a pas inventé de nulle part, mais pour l'instant en Suisse, c'est un modèle assez unique. Et puis elle a cette volonté aussi de tenter de concilier le meilleur de deux mondes. C'est un actionnaire propriétaire qui est une fondation à but non lucratif, c'est-à-dire si le temps, et on l'espère un jour, fera de l'argent, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de volonté de profit. C'est-à-dire que tout l'argent reste dans l'entreprise et pour la cause de l'entreprise. C'est la mission même, c'est même un but statutaire dans les fondations. Donc, il n'y a pas d'objectif commercial, il y a un objectif à long terme de pérennité et d'ancrage du journal. Puis d'un autre côté, on est une entreprise, on a des concurrents, on a des clients à satisfaire, on a des prix, on a une des performances aussi à démontrer. Donc, on essaie de mélanger le meilleur des deux mondes, la philanthropie et l'entreprise. Et c'est important l'entreprise parce que je trouve qu'il y a un risque de se dire qu'on a tout le temps un actionnaire ou quelqu'un qui peut remettre au pot. Je pense qu'en termes de... C'est pas sain. C'est pas ça, c'est ce qu'on pratique et c'est ce qu'on doit aussi expliquer régulièrement. Et voilà, dans l'actualité du temps, cette année, on va passer pas mal de temps à dire pourquoi est-ce que dans certains domaines, on renonce à certaines choses ou on coupe les coûts pour en privilégier d'autres ou au contraire, là, on investit et on dépense plus. On va avoir le double mouvement. Je pense que la meilleure garantie de l'indépendance, c'est d'être rentable. Absolument, François. Alors, nous n'y sommes pas encore. Et nous sommes heureux d'avoir un actionnaire patient qui peut nous y aider. Mais bien entendu, s'il y avait une possibilité d'être financé uniquement par nos activités clients, lecteurs, marché publicitaire, ce serait un signe d'autonomie encore plus fort. Ouais. Évidemment. Si on se tourne vers le futur, les perspectives, c'est quoi les 3 grandes priorités pour le futur du groupe? Si toi, tu dois t'as plein de chantiers, mais quand tu dois te recentrer en disant, allez, c'est quoi les 3 grandes choses, les 3 grands piliers pour Je reviens à ma trilogie. C'est élargissement des audiences, accroissement du nombre d'abonnés numériques payants et puis génération de nouveaux revenus. Ça, c'est les 3 activités clés. C'est clair. Écoute, c'est important d'avoir des choses simples, tu sais, des fois à se rappeler quand on est entrepreneur ou à la tête d'un groupe comme ça, parce qu'on peut vite être pris par le quotidien et pouvoir se rappeler ça, c'est important. On est au bout de cet épisode, Tibère. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? C'est un peu le gimmick de Mediarama. Oui, on m'a annoncé la question. Alors, oui, j'ai trouvé j'en parlais avec Bérangère Farco qui chez nous fait la promotion des contenus puis qui nous a mis en contact. Qui a permis l'organisation. Alors, j'ai eu cette semaine quand même une grande première. C'était mon premier contrôle de police de douanier. Voilà, tout. En débarquant du train? Non. J'étais en balade dimanche dernier avec mon fils au volant, ma femme derrière, une petite balade le long d'une rivière genevoise. Et puis, je crois que mon fils a été un peu maladroit, il était un peu brusque et on a cru à un passage de frontière. Comme ça, anticipé, on a eu droit. Police de douane, gyrophare allumé, le mégaphone, arrêtez-vous, mettez-vous sur la droite, contrôle d'identité et tout. Tout s'est bien passé au final. D'accord. Mais c'était assez amusant de se retrouver presque dans une série télévisée. Ouais, ça doit être assez impressionnant quand tu sais pas ce qui t'arrive. Pour ma part, c'est alors un truc concernant les médias, j'allais dire une fois n'est pas coutume, mais si j'essaye quand même de le faire, c'est Bloomberg. J'ai vu ça sur une newsletter qui s'appelle Sur les Internets, que je t'invite d'ailleurs à suivre, de Kéliane Martenon, qui est une super newsletter. Donc c'est Bloomberg qui a développé un format pour faire vivre les podcasts, souvent pour les illustrer sur les réseaux sociaux. En fait, on a souvent des audiogrammes, mais qui sont factices. Et donc Bloomberg, ils ont développé un truc qui permet, le journaliste met l'extrait audio et ça fait automatiquement un audiogramme qui permet un peu d'illustrer les podcasts. Ils ont fait un algo derrière qui permet d'avoir des choses assez uniques pour illustrer ces podcasts. Voilà, c'est un petit truc, mais c'est important, les podcasts, de bien les faire vivre. Tu sais, il faut de plus en plus de vidéos, de choses qui permettent de l'accompagner. Donc voilà, c'était le petit... Merci du conseil du tuyau. Voilà, c'est le petit tuyau. Je mettrai un lien. Bloomberg, ils ont publié leur Behance, qui permet un peu d'expliquer tout ce qu'ils ont fait dessus. C'est très transparent et c'est assez bien foutu. Voilà, c'est Bloomberg. Tibère, merci pour ton temps. Bravo pour ce travail en 2 ans, mais c'est que le début. Ce n'est que le début. Mais merci beaucoup, François. Écoute, on suivra ça. Et donc, bon anniversaire autant pour ces 25 ans. C'est une histoire qui se renouvelle en permanence. Et merci à toutes et à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!
Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.